À 52 ans, Olivia Darmon, l'épouse de Philippe Candeloro, a décidé de briser le silence et d'admettre ce que beaucoup avaient toujours soupçonné mais que peu osaient aborder directement. Mariée à l'ancienne star du patinage artistique depuis plus de 2 décennies, Olivia est une femme discrète, restée dans l'ombre de son célèbre mari tout en jouant un rôle crucial dans sa vie personnelle et professionnelle. Cette révélation, bien que surprenante pour certains, est pour d'autres la confirmation d'un secret à demi-mot, qui a traversé les années sans jamais être pleinement dévoilé. Dans une interview exclusive, Olivia a confié qu'elle a souvent ressenti le poids des attentes liées à la notoriété de Philippe. Vivre avec une figure publique n'est pas toujours facile, a-t-elle déclaré avec une sincérité touchante. Pendant longtemps, j'ai joué un rôle, celui d'une femme forte et indépendante, mais à l'intérieur, je portais des doutes et des insécurités que je n'osais partager avec personne, pas même avec Philippe. Elle a également avoué que, malgré l'amour profond qui les unit, leur mariage n'a pas été exempt de défis. Entre les tournées internationales, les horaires exigeants de Philippe et la pression médiatique constante, Olivia a parfois eu l'impression de s'oublier dans le tourbillon de leur vie publique. Mais ce n'est pas tout. Olivia a révélé qu'elle avait sacrifié une partie de ses propres rêves pour soutenir ceux de son mari. Diplômée en psychologie, elle aspirait à poursuivre une carrière dans ce domaine avant de mettre ses ambitions de côté pour se consacrer à leur famille et à la gestion de la carrière de Philippe. J'ai toujours su que Philippe avait un talent extraordinaire et qu'il avait besoin de moi pour l'aider à briller. Je ne regrette rien, mais il est vrai que j'ai dû renoncer à certaines choses. Cette admission sincère met en lumière les sacrifices souvent invisibles des partenaires de personnalités publiques, qui, tout en restant en arrière-plan, jouent un rôle essentiel dans leur succès. L'autre grand sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au fil des ans concerne les rumeurs sur les tensions au sein de leur couple. Olivia a choisi d'être honnête, oui, il y a eu des moments où nous avons été au bord de la rupture. Nous sommes comme tout le monde, avec nos hauts et nos bas. Mais nous avons toujours choisi de nous battre pour notre amour, pour notre famille. Elle a souligné que leur force réside dans leur capacité à communiquer et à surmonter les obstacles ensemble. Cette résilience est sans doute l'un des piliers de leur union, qui continue de résister à l'épreuve du temps. Enfin, Olivia a exprimé son désir de ne plus rester dans l'ombre. À 52 ans, elle se sent prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre où ses propres aspirations seront au centre. J'ai passé des années à soutenir Philippe, à être là pour lui et pour nos enfants. Maintenant, il est temps que je m'accorde cette même attention. Elle envisage de reprendre ses études en psychologie et de se consacrer à des projets personnels qui lui tiennent à cœur. Une décision que Philippe soutient pleinement, affirmant dans une déclaration récente qu'il est incroyablement fier de tout ce qu'Olivia a accompli pour leur famille et qu'il sera à ses côtés dans cette nouvelle aventure. Cette confession tardive, bien que courageuse, a suscité de nombreuses réactions. Pour certains, elle humanise davantage ce couple emblématique, en montrant qu'au-delà des paillettes et des projecteurs, ils partagent les mêmes luttes et triomphes que n'importe quel autre couple. Pour d'autres, elle soulève des questions sur le rôle des femmes dans les relations où un partenaire est sous le feu des projecteurs. Quoi qu'il en soit, Olivia Darmon, à travers ses mots et ses actions, montre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa vie et poursuivre ses rêves. Philippe Candeloro a eu une enfance traumatisante dont peu de gens connaissent. Bien qu'elle apparaisse toujours avec un sourire radieux et de la confiance sur la glace, Candeloro a dû faire face à de nombreuses difficultés mentales au cours de ses premières années. Enfant, il vivait dans une famille imparfaite et le manque d'amour de ses parents le faisait se sentir seul et en insécurité. De plus, Candeloro a également dû faire face à des difficultés financières, ce qui a grandement affecté sa capacité à développer sa carrière de patineur. Cependant, ce sont ces difficultés qui l'ont poussé à devenir une personne forte et résiliente. Candeloro a trouvé du réconfort dans le sport qu'il aimait, et c'est sur la glace qu'il a progressivement surmonté la profonde tristesse de son enfance, pour devenir une légende du sport français. Dans une récente interview, elle a parlé de la santé défaillante de son mari et de la profonde tristesse à laquelle ils étaient confrontés. Cela a non seulement perturbé la vie de famille, mais a également amené le public à se tourner vers une star qui a autrefois captivé les téléspectateurs et qui est désormais confrontée aux défis difficiles de la vie. Philippe Candeloro était un modèle de force physique et mentale, un guerrier sur la glace aux performances inoubliables. Il est l'un des athlètes les plus remarquables de l'histoire du patinage artistique, connu pour ses performances extrêmes et sa ténacité inégalée. Ses performances sont toujours pleines d'émotions et de techniques subtiles, conquérant même les publics les plus exigeants. Mais désormais, le temps passant, Philippe se retrouve confronté à une cruelle réalité, sa santé n'est plus ce qu'elle était. Le plus déchirant, c'est que pendant longtemps,
Philippe n'a pas été capable de reconnaître publiquement ses problèmes de santé. C'était un homme d'un esprit fort, qui conservait toujours l'image d'un vainqueur, un modèle de persévérance et de ténacité. Mais tout a changé lorsqu'il a commencé à ressentir des signes qui ne pouvaient être ignorés, une douleur persistante, une condition physique déclinante et le fait de devoir arrêter les activités qu'il aimait. L'épouse de Philippe, bien que très aimante et toujours aux côtés de son mari, ne pouvait s'empêcher de remarquer ces changements. Mais tous deux ont décidé de garder le secret, ne voulant pas nuire à l'image publique de Philippe. Ils voulaient le protéger les beaux souvenirs d'une légende que tout le monde aimait. Cependant, comme une vérité ne pouvait pas être cachée éternellement, l'épouse de Philippe a décidé de la rendre publique dans une interview émouvante. Elle a déclaré que la santé de Philippe posait de graves problèmes et que personne ne voulait y faire face. Les difficultés de santé ne l'ont pas seulement affecté lui mais aussi toute sa famille, en particulier sa femme, qui était toujours à ses côtés et témoin des changements dans la vie de son mari. Le fait que Philippe ne soit plus en assez bonne santé pour participer à ses activités préférées lui faisait extrêmement mal au cœur. Non seulement elle doit faire face à la perte de son solide compagnon, mais elle doit également regarder Philippe, l'homme qui était autrefois fort sur la glace, faire maintenant face à des difficultés qu'il ne peut pas contrôler. Durant ces mois, la femme de Philippe se sentait impuissante et le cœur brisé. Elle ne pouvait rien faire d'autre que de rester aux côtés de son mari, le soutenant étape par étape dans ses problèmes de santé. Les jours difficiles lui donnaient l'impression que tout avait changé. Son mari, fort et énergique, était désormais confronté à une douleur qu'elle ne pouvait pas apaiser. Leurs conversations ne sont plus des histoires de succès et de victoire, mais des réflexions sur la santé, le temps et le changement inévitable. Mais c'est aussi dans ces moments-là que leur amour est devenu plus profond que jamais. Pour Philippe, faire face à sa santé fragile a été un choc énorme. Auparavant, il était toujours une personne résiliente, n'ayant pas peur des difficultés et se battant toujours de toutes ses forces pour atteindre ses objectifs. Mais maintenant, alors qu'il n'a plus la force de faire les choses qu'il aime, il doit faire face à une réalité douloureuse, le temps a tout changé. Cela a non seulement affecté sa vie personnelle, mais a également changé ses relations avec les gens qui l'entouraient. Ses vieux amis, collègues sportifs et fans ont eu le cœur brisé et ont été attristés d'apprendre son état de santé. Beaucoup de gens ne pouvaient s'empêcher de partager des mots d'encouragement et de bénédiction, mais ils savaient aussi que rien ne pouvait changer cette dure réalité. Oui, alors dans cette réflexion sur prévenir et gérer les conflits, moi je voulais souligner peut-être des éléments de contexte finalement et de positionnement de la question, en disant que cette question, cette thématique est effectivement universelle, elle existe depuis toujours. C'est le propre de l'activité humaine, le conflit, n'ayons pas peur de le dire, parce que si on fait un peu, j'allais même dire si on fait de l'anthropologie de bazar, on pourrait dire que le conflit c'est y compris le propre des sociétés animales, où le conflit se réglait de manière, soit par la violence, le combat, ou par l'évitement. On allait dans une autre tribu quand on était animal, le cas échéant, ou entre espèces animalières d'ailleurs aussi. Mais la finalité de ce conflit évolue avec les sociétés humaines, c'est-à-dire que je quitte le terrain des sociétés dites primitives pour venir sur celui qui nous concerne plus fortement, qui est celui des sociétés dites civilisées. Et là, on est d'un côté dans une dimension, organisée de la gestion et donc de la prévention des conflits. Mais je voulais juste souligner que le conflit, c'est vraiment une caractéristique totale, une caractéristique spécifique des sociétés humaines, parce que nous sommes humains et nous interagissons. Et la différence avec les sociétés animales, d'ailleurs, c'est que nous avons la parole. Et nous avons du coup l'argumentation et l'échange. Et la parole et l'échange sont le propre de l'interaction, de l'activité humaine, et donc du caractère universel du conflit par définition, si je puis dire. Donc le conflit est toujours là, toujours présent dans notre vie quotidienne, mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut souligner, c'est que dans l'état de société que nous formons, le conflit est organisé. C'est-à-dire qu'il y a des règles comme point de repère, il y a une acceptation des comportements de l'autre dans une certaine mesure, et l'interaction individuelle est régie finalement par des règles collectives qui lissent, qui diminuent nécessairement le conflit. Qu'il s'agisse de la loi par définition s'impose à tous et nul n'est censé ignorer la loi selon le vieil adage. Donc cet état de société nous permet de canaliser en fait entre guillemets la notion de conflit. Mais c'est le propre de l'homme, le conflit, je tiens peut-être à y revenir, à le souligner.
Donc si nous sommes dans cette dimension, il faut peut-être descendre. C'est pas parce qu'on fait société qu'il ne faut pas s'intéresser aux composantes de cette société. C'est-à-dire à la fois l'entreprise, à la fois une association, à la fois l'éducation nationale, un hôpital, qui sont des illustrations qui sont prises aujourd'hui, sont des creusets de société en quelque sorte, qui font école, j'allais dire. Et la particularité de l'éducation nationale d'ailleurs, c'est de former les jeunes à l'acquisition de ces valeurs qui font société et qui vont permettre de définir, de canaliser aussi quelque part le conflit. Alors s'il fallait donner une définition ou aller vers, une fois ce contexte posé, dire quelques mots sur la définition qu'on peut donner au conflit, je dirais simplement il faut un émetteur et un récepteur. Il faut une interaction avec des échanges qui peuvent être verbaux, écrits, et au fond une forme d'argumentation qui n'est pas partagée, puisque par définition, ça va donner lieu à friction et à conflit. Et là, je dirais il y a des gradations qu'on va peut-être voir revenir dans nos échanges. Je pense que les échanges d'opinion, ça peut être perçu dans une certaine mesure